Paris, fin du XVIIIe siècle. Une ville qui a encore l'odeur âcre des journées de foule, de poudre et de papier humide. Les murs portent des affiches qu'on recouvre, qu'on arrache, qu'on recolle. Les noms changent plus vite que les saisons. On a rebaptisé des places, des rues, des institutions, comme si renommer pouvait stabiliser le monde. Et pourtant, au milieu de cette France qui se réinvente à coups de décrets et de canons, un enfant naît le 1er juin 1796 avec un prénom qui sonne déjà comme un programme et une mémoire. Nicolas Léonard, Sadi Carnot, Sadi. Un prénom rare, presque exotique dans les registres parisiens, emprunté à un poète persan. Saadi de Chiraz, comme un clin d'œil à une culture des Lumières qui aime les horizons lointains, Carnot. Un nom qui, lui, n'a rien d'exotique. Il était lourd. Il est politique. Il épitait les militaires. Il est mathématique. Il est révolutionnaire. Car avant d'être le nom d'un cycle idéal, Carnot est d'abord celui d'un homme qui a compté dans la Révolution, au point d'en devenir une pièce mécanique. Lazare Carnot, le père, on l'appelle l'organisateur de la victoire. Ce n'est pas une formule de salon, c'est une fonction. En 1793 à 1794, quand la République est assiégée de toutes parts, quand les armées manquent mais d'officiers, de poudre, de chaussures, quand les frontières sont des plaies ouvertes, Lazare Carnot met de l'ordre dans le chaos. Il rationalise, il compte, il écrit, il fait circuler les hommes et les canons comme on fait circuler des forces dans un système. Il a l'esprit d'un géomètre et la dureté d'un temps où l'on tranche. Dans cette maison-là, on ne grandit pas dans la douceur d'une vie privée bien séparée de la vie publique. La politique entre par la porte, s'assoit à table, repart au galop, la gloire aussi, et la disgrâce surtout, car la Révolution dévore ses enfants, puis l'Empire recycle les survivants, puis la Restauration trie, punit, exile. Le nom Carnot traverse ces régimes comme une pièce de métal qu'on chauffe et qu'on refroidit sans cesse. Ils changent de couleur, mais ils ne font pas. Sadi naît après la terreur, après les grandes charrettes, après les grands procès. Il naît sous le Directoire, dans une France fatiguée, mais encore électrique. Il grandit dans l'ombre d'un père qui n'est pas seulement un père, un symbole, un ancien membre du comité de salut public, un homme dont la signature a pesé sur des vies, un homme qui a aussi écrit sur la science, sur la mécanique, sur l'éducation. Chez les Carnot, la République n'est pas qu'un drapeau, c'est une discipline de l'esprit. On y croit à la raison comme à une arme, on y croit au nombre comme à une morale, et pourtant, l'enfance de Sadi n'a rien d'un récit linéaire. Elle est faite de déplacements, de prudence, de silence. Lazare Carnot, après avoir servi l'Empire, se retrouve dans une position impossible quand les Bourbons reviennent. En 1815, après les 100 jours, la Restauration ne pardonne pas facilement aux deux régicides, aux anciens de la Convention. Lazare est proscrit. Il part. Exil. L'Europe se referme comme une porte. La famille est dispersée, fragilisée. Le jeune Sadi, lui, a déjà pris une direction qui ressemble à une planche de salut. L'école, la grande école, celle qui a été créée pour fabriquer des ingénieurs de la République, des cerveaux capables de calculer des ponts, des fortifications, des routes, des canons, l'école polytechnique. Mais avant d'y entrer, il y a la formation, la préparation, l'atmosphère d'un Paris où l'on respire à la fois la poussière des chantiers et l'encre des traités. La capitale du début du XIXe siècle n'est pas encore la ville haussmannienne au boulevard rectiligne. C'est un tissu serré de rues étroites, de cours, d'ateliers, de quais encombrés. La Seine charrie des bateaux lourds, des marchandises, des odeurs. Les ponts sont des lieux de passage et de spectacle. Les marchés bruissent, les cafés discutent, et dans certains cercles, on parle d'une chose nouvelle, fascinante, inquiétante. La vapeur. La vapeur, ce n'est pas seulement une technique, c'est une promesse.
C'est l'idée qu'on peut remplacer des muscles par une pression invisible, qu'on peut faire tourner des rousses sans chevaux, qu'on peut pomper l'eau des mines plus profondes, plus vite. L'Angleterre a pris de l'avance. Les noms de Watt, de Boulton, circulent comme des rumeurs industrielles. En France, on observe, on copie, on améliore, on rêve de rattraper. Les ingénieurs sont au centre de cette course. Et l'école polytechnique est l'usine à ingénieurs, 1812. Sadi Carnot a 16 ans. Il entre à l'école polytechnique. 6 ans, c'est jeune, mais l'époque aime les précocités disciplinées. L'école est déjà une institution mythique, née en 1794, au cœur de la Révolution, pensée comme un creuset où l'on fondrait ensemble la science et l'État. On y porte l'uniforme, on y marche, on y obéit, on y apprend à penser comme on apprend à tirer, avec méthode. Les couloirs sentent la craie, le bois ciré, le métal des instruments. Les salles de cours sont des théâtres où l'on vient écouter des hommes qui, pour certains, ont inventé la langue même dans laquelle on parle la physique. On y enseigne l'analyse, la géométrie descriptive, la mécanique rationnelle, la chimie, l'astronomie. On y apprend à représenter le monde en lignes, en surface, en équations. On y apprend à réduire le réel à des relations, et ce n'est pas une réduction pauvre. C'est une réduction puissante. La géométrie descriptive, héritée de Monge, n'est pas seulement un exercice de dessin, c'est une manière de voir. On prend un objet, on le projette, on le découpe, on le reconstruit sur le papier, on apprend à imaginer un pont avant de le bâtir, une machine avant de la forger. La mécanique, elle, apprend à suivre les forces, à comprendre les leviers, les moments, les équilibres. Tout est question de contrainte et de mouvement. Tout est question de ce qui se conserve et de ce qui se perd. Sadi, dans cet univers, n'est pas un tribun. Il n'est pas un personnage flamboyant. Il est décrit comme réservé, appliqué, sérieux. Il observe, il note, il travaille. Il n'a pas besoin de briller dans les conversations pour exister. Il existe dans les marges des cahiers, dans la précision d'un tracé, dans la patience d'un calcul, et il porte en lui une tension silencieuse. Être le fils de Lazare Carnot, c'est être attendu. On attend de lui une grandeur, une utilité, une contribution, mais lui n'a pas le tempérament d'un homme public. Il a celui d'un homme qui cherche une loi. À Polytechnique, on ne forme pas des philosophes au sens ancien, on forme des serviteurs de l'État, des ingénieurs capables de transformer le territoire. La France napoléonienne a besoin de routes pour déplacer des armées, de ponts pour franchir des rivières, de canaux pour transporter des marchandises, de fortifications pour tenir des frontières. L'ingénieur est un soldat de la logistique, un soldat du calcul. Et pendant que Sadi étudie, l'Empire vacille. 1812, c'est aussi la campagne de Russie, l'hiver, la retraite, les hommes qui meurent de froid et de faim, les chevaux qui s'effondrent, les canons abandonnés dans la neige. À Paris, on continue les cours, mais l'air est chargé d'une inquiétude sourde. Les bulletins officiels mentent mal, les familles attendent des lettres. Les cartes d'Europe se redessinent dans les têtes, avant de se redessiner sur les traités. 1814. Sadi sort de l'école polytechnique. Il a 18 ans. L'Empire s'effondre. Paris s'est occupé. Les Bourbons reviennent. Les uniformes changent, les drapeaux aussi. Pour un jeune homme formé dans une école née de la Révolution, dans une famille marquée par la République, la Restauration n'est pas un simple changement administratif, c'est un climat, une pression, une méfiance. Il poursuit pourtant la voie logique, le corps des ponts et chaussées. Là encore, ce n'est pas un choix romantique, c'est une filière d'élite, une des plus prestigieuses de l'État. Les ponts et chaussées, c'est la France qu'on construit au ras du sol. Routes, ponts, canaux, ports. C'est l'art de faire circuler les marchandises, les hommes, les idées, faire circuler la puissance. Dans les bureaux des ponts, on travaille avec des plans, des profils en long, des coupes, des devis,
On discute de la qualité des pierres, de la résistance des bois, de la tenue des mortiers. On calcule des charges, des pentes, des débits. On se bat contre la boue, contre les crues, contre les sols instables. L'ingénieur n'est pas un savant enfermé dans une tour. Il est sur les chantiers, dans le vent, dans la pluie, au milieu des ouvriers, des charrettes, des outils. Il doit faire tenir le monde. Et pourtant, dans cette France de la Restauration, l'ingénieur est aussi un homme surveillé. Les corps techniques sont des lieux où l'on peut servir l'État sans être un courtisan, mais il reste des institutions d'État. Les carrières dépendent des affectations, des rapports, des protections. Pour un Carnot, le nom ouvre des portes et en ferme d'autres. Il attire l'attention. Il suscite des soupçons. Il rappelle des votes, des exils, des fidélités. Sadi, lui, avance avec une sorte de discrétion obstinée. Il n'a pas l'aisance mondaine qui permet de transformer une conversation en réseau. Il n'a pas non plus l'appétit de polémique. Il est de ceux qui préfèrent la netteté d'un raisonnement à l'ambiguïté d'un salon. Cette réserve, dans un monde où la reconnaissance passe souvent par la visibilité, est une faiblesse. Et en même temps, c'est une force. Elle le protège du bruit. Elle lui laisse un espace intérieur. Cet espace, il le remplit d'une obsession qui n'est pas encore formulée, mais qui se dessine déjà comme une silhouette derrière une vitre embuée. Comment tirer du travail du feu? Comment transformer une différence, un écart, en mouvement utile? Comment domestiquer la chaleur sans la perdre? La vapeur est partout dans les conversations techniques. On parle de machines qui pompent, qui tournent, qui soufflent. On parle de chaudières, de cylindres, de pistons. On parle aussi d'accidents, explosions, brûlures, chaudières qui cèdent comme des bêtes trop tendues. La machine à vapeur est une créature puissante mais capricieuse. Elle exige une discipline, elle exige une compréhension. Or, au début du XIXe siècle, la compréhension de la chaleur est encore un terrain instable. On enseigne, on discute, on hésite entre des images. La théorie du calorique domine. La chaleur est pensée comme un fluide subtil, une substance invisible qui se conserve, qui s'écoule, du chaud vers le froid, comme l'eau d'un réservoir vers un autre. Cette idée a une élégance. Elle permet de raisonner. Elle donne des analogies, elle rassure. Mais elle enferme aussi, parce qu'elle fait de la chaleur une chose qu'on transporte, pas un phénomène qu'on transforme. Dans les écoles, on apprend la mécanique comme une science solide, presque achevée. Avec ses lois, ses principes, ses démonstrations, la chaleur, elle, est plus fuyante. On la mesure mal. On la décrit avec des mots qui glissent. On la voit dans les flammes, dans les métaux rouges, dans la vapeur qui s'échappe. Mais on ne la tient pas encore dans une langue mathématique universelle. On a des expériences, des tables, des instruments, mais pas encore une architecture conceptuelle qui fasse consensus, et c'est précisément là que l'esprit d'un ingénieur peut devenir dangereux, au sens noble. L'ingénieur n'a pas le luxe de l'imprécision. Une chaudière mal comprise explose. Un rendement mal évalué ruine une entreprise. Une machine mal dimensionnée gaspille du charbon, du temps, de l'argent. L'industrie naissante impose une brutalité. Il faut que ça marche. Il faut que ça tienne. Il faut que ça produise. Sadi Carnot est formé dans cette culture de l'efficacité, mais il est aussi héritier d'une culture plus abstraite, celle des savants, de la Révolution, qui croyaient qu'une loi générale pouvait servir la nation autant qu'un canon. Chez lui, ces deux cultures se rencontrent, elles se frottent, elles produisent une étincelle. On imagine facilement le jeune ingénieur dans une chambre froide, un soir d'hiver, avec des cahiers, des livres, une lampe qui fume, légèrement, et dehors le bruit lointain d'une ville qui ne dort jamais tout à fait. Il lit, il recopie, il compare, il pense à des machines qu'il a vues, à des rapports qu'il a consultés, à des descriptions venues d'Angleterre. Il pense à la puissance motrice, à ce mot puissance qui, à l'époque, n'est pas seulement une grandeur physique, c'est une obsession nationale. La puissance,
c'est ce qui fait gagner une guerre, ce qui fait tourner une économie, ce qui fait tenir un empire. Mais la France de 1815 à 1820 n'est plus celle de Napoléon. Elle est plus prudente, plus conservatrice, plus lente. Les grands rêves d'unification par la force ont laissé place à une reconstruction. Les ingénieurs continuent de travailler, mais l'élan politique n'est plus le même. Et dans ce ralentissement, il y a paradoxalement un espace pour la réflexion, moins de tambours, plus de papier. Sadi n'est pas un homme de laboratoire, au sens strict. Il n'est pas connu pour une série d'expériences spectaculaires. Il est un homme de raisonnement, nourri par la pratique et par les lectures. Il appartient à cette génération charnière, où l'on peut encore espérer embrasser un domaine entier avec un seul esprit, mais où la spécialisation commence déjà à mordre. Les savants se divisent en chimistes, physiciens, mécaniciens. Les ingénieurs, eux, sont entre deux mondes. Ils parlent beau la langue des mathématiques, mais ils vivent dans la matière. Le poids du nom Carnot continue de planer. Lazare, en exil, reste une figure. Il écrit, il correspond, il pense. Il n'est pas seulement un père absent, il est une présence intellectuelle. Et il y a dans cette filiation quelque chose de presque ironique. Lazare Carnot a contribué à organiser la victoire par la logistique et la rationalité, et son fils, sans le savoir encore, va organiser une autre victoire, plus lente, plus profonde, celle d'une idée, sur la manière dont l'énergie se laisse, ou ne se laisse pas, convertir. Mais pour l'instant, Sadi est un jeune homme dans un corps d'ingénieur, avec des affectations, des dossiers, des supérieurs. Il apprend la patience administrative, il apprend que la technique est aussi une affaire de budget, de délai, de compromis, il apprend que les meilleures de solutions sur le papier se heurtent à la réalité des terrains, des intérêts locaux, des matériaux disponibles. Il apprend la France concrète, ses rivières, ses sols, ses hivers, ses étés, ses crues, ses sécheresses. Et au milieu de cette France concrète, la machine à vapeur apparaît comme une étrangeté fascinante. Elle n'est pas un pont, elle n'est pas une route, elle est une boîte de métal qui avale du charbon et recrache du mouvement. Elle est un animal artificiel, elle a besoin d'eau, de feu, de soupape, de graissage, elle a besoin d'un opérateur attentif, elle a besoin d'un entretien constant. Elle est à la fois robuste et fragile. La vapeur impose aussi une nouvelle géographie. Là où il y a du charbon, il y a une possibilité de puissance. Là où il y a de l'eau, il y a une possibilité de refroidissement, de condensation, de cycle. Les mines, les usines, les ateliers deviennent des lieux stratégiques. Les ingénieurs ne construisent plus seulement des infrastructures, ils participent à une transformation du rapport au temps. La machine à vapeur travaille sans fatigue, sans sommeil, tant qu'on la nourrit. Elle transforme la nuit en temps productif. Elle transforme la saison en variable secondaire. Elle transforme la force en marchandise. Dans les années 1810-1820, les performances des machines sont un sujet brûlant. On compare, on mesure, on discute du meilleur moteur, de la meilleure pression, du meilleur système de condensation. On cherche à réduire la consommation de combustible, le charbon coûte, le transport coûte, les pertes coûtent. Et derrière ces discussions techniques, il y a une idée simple et des vertigineuses. Il existe peut-être une limite non pas imposée par la qualité des artisans ou la précision des pièces, mais par la nature elle-même. Cette idée, elle n'était pas encore formulée clairement, mais elle flotte dans l'air comme une vapeur, justement. On la sent, on la devine, on ne la saisit pas. Les ingénieurs savent qu'on peut améliorer, mais jusqu'où? Les savants savent qu'il y a des lois, mais lesquelles? Et la théorie du calorique, avec son image de fluide conservé, suggère une analogie. Si la chaleur était comme de l'eau, alors une machine thermique serait comme un moulin. Un moulin ne crée pas l'eau, il exploite une chute. Il faut une différence de niveau, sans chute, pas de travail. Cette analogie,
dans une France où les moulins sont encore partout, où l'on connaît le bruit des roues, à aube, où l'on voit l'eau tomber, tourner, repartir, est d'une puissance intuitive immense, et c'est une analogie qui parle à un ingénieur des ponts et chaussées. Les chutes d'eau, les canaux, les débits, il les comprend, il les calcule, il les vit, Sadi Carnot, formé à la rigueur de Polytechnique, plongé dans la réalité des infrastructures, entouré par les débats sur la vapeur, porte en lui cette image de la chute, une chute entre deux états, entre deux niveaux, entre deux températures, même si le mot n'a pas encore la place qu'il prendra plus tard. Il y a le chaud, il y a le froid, et entre les deux, une machine qui tente de prendre quelque chose au passage, ce qui rend son parcours si singulier, c'est que rien, extérieurement, ne le destine à devenir une figure fondatrice. Il n'est pas un professeur célèbre, il n'est pas un académicien installé, il n'est pas un expérimentateur flamboyant, il est un ingénieur, un homme de dossier, de calcul, de lecture, un homme qui, dans une époque bruyante, parle bas, et pourtant, c'est souvent comme ça que naissent là les limites absolues, dans le silence d'un esprit qui refuse de se contenter des recettes. La France post-révolutionnaire a une relation particulière à la science. Elle l'a institutionnalisée, elle l'a militarisée, elle l'a nationalisée. Les écoles, les corps, les académies sont des organes de l'État. La science n'est pas seulement une curiosité, c'est une ressource. Et dans ce système, l'école polytechnique est un temple, mais aussi une caserne. On y apprend à servir, on y apprend à obéir à la méthode, on y apprend à croire que le monde est intelligible. Sadi Carnot sort de ce temple caserne avec une foi tranquille dans l'intelligibilité, mais il sort aussi avec une solitude, parce que la chaleur, justement, résiste, elle n'entre pas facilement dans les cadres, elle se dissipe, elle se perd, elle semble fuir les équations comme un gaz fuit une fissure, et cette résistance, pour un esprit formé à la mécanique, est une provocation. Il y a aussi, dans son histoire personnelle, une forme de décalage. Être le fils de Lazare Carnot, c'est être lié à une génération héroïque et terrible, celle qui a cru pouvoir refonder le monde. Sadi appartient à la génération suivante, celle qui hérite des institutions, des ruines, des compromis. Il n'a pas la scène politique pour agir comme son père. Il a la scène technique, il a les machines, il a les chiffres, il a le feu. Et le feu, au début du XIXe siècle, est partout, dans les foyers domestiques, dans les forges, dans les ateliers, dans les cuisines, dans les lampes à huile, dans les bougies, dans les cheminées. On vit avec la combustion comme avec une évidence, mais la vapeur transforme cette évidence en enjeu, le feu devient une source de puissance mesurable, comparable, optimisable. Le feu devient un moteur potentiel, et dès qu'une chose devient mesurable, elle devient aussi limitée. On peut dire temps, pas plus. Dans les années de formation de Carnot, la France regarde l'Angleterre avec un mélange d'admiration et d'irritation. L'Angleterre a ses mines, ses machines, ses manufactures. Elle a une avance industrielle qui inquiète. La compétition n'est pas seulement militaire, elle est technologique, elle est économique. Et dans cette compétition, le rendement des machines à vapeur n'est pas un détail, c'est un avantage stratégique. On peut imaginer les discussions dans les milieux techniques. Combien de charbon pour tant de travail? Combien de chevaux vapeur pour tant de coûts? Comment réduire les pertes? Comment améliorer les chaudières? Comment éviter les explosions? Ce sont des questions concrètes, urgentes, et pourtant, derrière elles, il y a une question plus froide, plus abstraite, presque métaphysique. Qu'est-ce que la chaleur? Oh, juste si elle peut produire du mouvement? Est-ce une substance? Est-ce un mouvement des particules? Est-ce une quantité conservée? Est-ce une force? Carnot grandit au moment où ses idées se heurtent sans encore se résoudre. La chimie de Lavoisier a donné un modèle de rigueur, mais Lavoisier est mort sur l'échafaud. La mécanique newtonienne règne, mais elle ne parle pas directement de chaleur. Les expériences sur la chaleur existent, mais elles ne sont pas encore unifiées.
C'est une époque où l'on peut encore écrire un petit livre et déplacer une frontière, mais il faut pour cela une certaine audace, une audace silencieuse. Cette audace, chez Carnot, ne prend pas la forme d'un geste public, elle prend la forme d'une obstination intérieure. Il veut comprendre ce qui, dans une machine, est essentiel et ce qui est accidentel. Il veut séparer le principe de la construction, il veut une loi qui ne dépende pas du talent d'un mécanicien ou de la qualité d'un métal. Une loi qui s'impose à tous, comme la gravitation s'impose à toutes les pierres. Et c'est là que sa formation d'ingénieur devient décisive. Un ingénieur sait que les machines diffèrent par 1000 détails, mais qu'elles obéissent à des contraintes communes. Un pont peut être en pierre ou en fer, en arc ou en poutre, mais il doit porter. Une route peut être pavée ou empierrée, mais elle doit résister. De même, une machine à vapeur peut avoir tel ou tel dispositif, mais elle doit convertir quelque chose en travail. Qu'est-ce que ce quelque chose? Et qu'est-ce qui limite la conversion? Dans les années qui suivent Polytechnique, Carnot n'est pas encore l'auteur des réflexions. Il est un homme en gestation intellectuelle, il observe, il lit, il compare, il accumule des éléments. Il vit dans une France qui se stabilise politiquement, mais qui s'agite techniquement. Les canaux se creusent, les routes s'améliorent, les villes grandissent, les ateliers se multiplient, le charbon circule, les machines apparaissent, le monde devient plus bruyant, plus rapide, plus mécanique, et lui, au milieu de ce bruit, garde une écoute particulière, celle des pertes, ce qui s'échappe, ce qui se dissipe, ce qui ne se transforme pas en travail. Dans une machine, on entend le souffle, on voit la vapeur qui s'évente, on sent la chaleur qui se perd dans l'air, on comprend intuitivement qu'il y a un gaspillage, mais est-il évitable? Jusqu'à quel point? Est-ce une maladresse humaine ou une loi de la nature? Le jeune Carnot, héritier d'un père qui a voulu organiser la victoire par la rationalité, se prépare sans le savoir à organiser une défaite nécessaire. La défaite de l'idée qu'on pourrait tout convertir, tout transformer, tout tirer du feu. Il se prépare à dire « il y a une limite qui ne dépend pas de nous, une limite qui dépend de la chute entre deux températures, comme la puissance d'un moulin dépend de la chute entre deux niveaux d'eau. Pour l'instant, cette limite n'a pas encore de nom, elle n'a pas encore de diagramme, elle n'a pas encore de formule. Elle est une intuition qui se forme dans un esprit discipliné, dans une époque où la vapeur devient le cœur battant de l'industrie, et où un ingénieur discret, portant un nom trop grand pour lui, cherche non pas à être célèbre, mais à comprendre. Et comprendre parfois, c'est plus dangereux que d'inventer une machine, parce qu'une machine peut être dépassée, mais une limite, une fois posée, s'impose à tous. Dans les ateliers, la vapeur ne se présente pas comme une idée, mais comme une présence. Elle siffle, elle suinte, elle condense en gouttes grasses sur le métal froid, elle fait trembler les planchers quand le piston frappe, régulier, obstiné, comme un cœur artificiel. Et autour d'elle, tout un monde se réorganise. Des hommes qui surveillent que des manomètres, des contremaîtres qui comptent des pelletés, de charbon, des ingénieurs qui notent des chiffres dans des carnets tachés, des propriétaires qui veulent des résultats, vite, et des États qui comprennent que la puissance industrielle n'est plus un luxe, mais une condition de survie. La France de la Restauration n'a plus l'ivresse des grandes levées en masse, mais elle a une autre fièvre, plus sourde, celle du rattrapage. L'Angleterre, de l'autre côté de la Manche, a déjà fait de la machine à vapeur une habitude. Elle a des mines profondes, des pompes, des filatures, des ateliers où le mouvement ne dépend plus du vent ni de la rivière. En France, on a des savants, des écoles, des corps d'ingénieurs, mais on a aussi des retards, des hésitations, des capitaux plus prudents, des infrastructures inégales, et surtout, on a une question qui revient comme un refrain dans les rapports techniques. Combien de travail pour combien de combustible? Ce n'est pas une question de salon, c'est une question de charbon. Le charbon, il faut l'extraire, le transporter, le stocker.
Il faut des routes, des canaux, des ports. Il faut des hommes, il faut du temps. Et chaque tonne brûlée, qui ne se transforme pas en travail utile, c'est de l'argent qui part en fumée, littéralement. On peut bien parler de progrès, de modernité, de grandeur nationale. Au bout du compte, une machine à vapeur se juge à sa consommation et à sa puissance. Elle se juge à ce qu'elle rend. Sadi Carnot, ingénieur des ponts et chaussées, vit dans ce monde de chiffres concrets. Les ponts, ce n'est pas seulement bâtir des arches et tracer des routes. C'est aussi être au carrefour de tout ce qui circule. Les marchandises, les hommes, les idées, les machines, les rapports, les plans, les innovations venues d'Angleterre ou de Belgique, les essais plus ou moins heureux d'adaptation française. Dans les bureaux, on lit des mémoires, on compare des dispositifs, on discute des coûts d'entretien, des risques d'explosion, des rendements annoncés par tel constructeur, contestés par tel autre. On apprend à se méfier des promesses, on apprend à demander des preuves. La machine à vapeur, à cette époque, n'est pas un objet standardisé, elle est une famille de solutions. Il y a des machines atmosphériques, héritières de Newcomen, où la vapeur sert surtout à créer un vide par condensation, et où c'est la pression de l'air qui fait le travail. Il y a les machines améliorées par Watt, avec condenseurs séparés, qui évitent de refroidir le cylindre à chaque cycle et économisent du combustible. Il y a des variantes, des perfectionnements, des bricolages géniaux et des catastrophes annoncées. Les chaudières sont rivetées, les soupapes parfois mal réglées, les joints fuient, les cylindres s'usent. La vapeur est une force, mais c'est aussi une fuite permanente, une lutte contre la dissipation, et cette lutte a un parfum particulier, celui de l'huile chaude, du métal, du charbon humide, de la suie qui colle aux doigts. Dans une salle des machines, l'air est lourd, on entend le souffle, on voit les bielles, on sent la chaleur qui rayonne, on comprend physiquement que la chaleur est une richesse qui s'échappe. Elle se perd dans les parois, dans les tuyaux, dans l'air. Elle part avec la vapeur rejetée, elle se dissipe dans l'eau de refroidissement. On peut isoler, on peut polir, on peut améliorer, mais on ne peut pas empêcher totalement cette fuite, et c'est là que l'esprit de Carnot se fixe. Est-ce seulement une imperfection technique ou bien une nécessité? La science de la chaleur, au début du XIXe siècle, est encore dominée par une image qui a la force des images simples. La théorie du calorique. La chaleur comme un fluide subtil, impondérable, qui se conserve, qui s'écoule du chaud vers le froid. On ne la crée pas, on ne la détruit pas, on la transfère. Cette théorie a des avantages immenses. Elle permet de parler de quantité de chaleur, comme on parle d'une quantité d'eau. Elle permet de comprendre pourquoi un corps chaud en réchauffe un autre. Elle permet de raisonner sur les mélanges, sur les échanges, sur les capacités calorifiques. Elle donne une intuition presque hydraulique du monde thermique, et l'hydraulique, Carnot la connaît. Les ponts et chaussées, c'est aussi l'art des eaux. Canaux, écluses, débit, chute, perte de charge. On sait qu'un moulin ne tire sa puissance que d'une différence de niveau. On sait qu'une rivière au même niveau partout ne fait tourner aucune roue. Il faut une chute, il faut un amont et un aval. Il faut deux réservoirs, en quelque sorte. Un haut et un bas. Alors seulement, l'eau peut céder une partie de son énergie potentielle au mécanisme. Transposée à la chaleur, l'analogie devient presque irrésistible. Si la chaleur est un fluide, alors une machine thermique n'est pas une fabrique de puissance à partir de rien. C'est un moulin à calorique. Elle ne consomme pas la chaleur comme on consomme du bois. Elle la fait passer du chaud vers le froid, et au passage, elle prélève du travail. Comme une roue prélève du travail au passage de l'eau, c'était cette idée, dans les années 1810 à 1820, flotte dans l'air technique, mais elle n'est pas encore formulée avec la netteté d'une loi. On parle d'améliorer les machines, de réduire les pertes, d'augmenter la pression, de perfectionner la condensation. On parle de détails. Carnot, lui, cherche ce qui ne dépend pas des détails.
Il cherche ce qui resterait vrai, même si l'on construisait la machine parfaite, avec des frottements nuls, des parois idéales, des soupapes impeccables, des joints éternels. Il cherche la limite, non pas de l'industrie, mais de la nature. Il y a, dans cette recherche, quelque chose de presque paradoxal pour un ingénieur. L'ingénieur est censé optimiser, bricoler, améliorer. Carnot, lui, veut savoir jusqu'où l'optimisation peut aller. Il veut savoir si l'on peut, en principe, tout convertir. Et s'il découvre que non, alors il faut savoir pourquoi. Parce que si la limite est au naturel, elle ne se négocie pas. On peut contourner une mauvaise conception, on ne contourne pas une borne universelle. Dans les bureaux et les bibliothèques techniques, on trouve des tables, des mesures, des descriptions de machines. On trouve aussi des récits de voyages industriels. Les ingénieurs français vont voir ce qui se fait ailleurs, reviennent avec des notes, des croquis, des impressions. L'Angleterre est observée comme on observe un adversaire et un modèle. On y admire l'efficacité, on y critique la brutalité, on y envie la puissance. Et au cœur de cette puissance, il y a une chose très simple, brûler du charbon pour obtenir du mouvement. Mais brûler du charbon, c'est produire de la chaleur. Et produire de la chaleur, c'est créer un écart violent entre une source très chaude, la chaudière, le foyer, et un environnement beaucoup plus froid, l'air, l'eau, le condenseur. La machine vit de cet écart. Elle est littéralement suspendue entre deux températures. Elle est un dispositif placé entre un chaud et un froid, comme un pont entre deux rives. Et ce pont-là, Carnot veut en connaître la portée maximale. On pourrait croire que la question est purement pratique. Comment faire une machine plus économique? Mais elle touche à quelque chose de plus profond, parce qu'elle oblige à clarifier ce qu'on entend par puissance motrice. Dans la langue de l'époque, la puissance n'est pas seulement une force instantanée, c'est une capacité à produire du travail dans le temps. On parle de chevaux-vapeur, on compare à des animaux, on traduit la mécanique en images de ferme et d'atelier, et pourtant, derrière ces images, il y a une abstraction, le travail mécanique, mesurable, accumulable, convertible en élévation, d'un poids, en traction d'un chariot, en rotation d'un arbre. La machine à vapeur, elle, semble faire un miracle. Elle transforme une agitation invisible, une chaleur, en mouvement ordonné. Elle prend quelque chose de diffus et le rend utile. Mais ce miracle a un prix. Il y a toujours un reste, toujours une chaleur rejetée, toujours un refroidissement nécessaire, toujours un aval thermique. Et ce reste, Carnot le regarde comme on regarde une fuite dans un système, non pas avec résignation, mais avec l'idée qu'une fuite peut révéler une loi. Dans la théorie du calorique, ce reste est presque obligatoire. Si le calorique se conserve, il ne peut pas disparaître en travail. Il doit ressortir quelque part, il doit finir dans un réservoir froid. La machine ne détruit pas le calorique, elle le fait passer. Alors, la question devient: de quoi dépend la quantité de travail qu'on peut tirer de ce passage? De la quantité de calorique qui traverse, ou de la différence entre les températures des réservoirs? Ou des deux? Et surtout, existe-t-il un maximum, un rendement idéal que même la meilleure machine ne pourra pas dépasser? Le mot « rendement » n'a pas encore la place qu'il prendra plus tard dans les manuels. Mais l'idée est là, rapport entre ce qu'on obtient et ce qu'on dépense. Dans une machine à vapeur, on dépense du combustible, on obtient du travail. Mais si l'on raisonne en calorique, on dépense surtout une chute de chaleur. On fait descendre le calorique d'un niveau thermique élevé vers un niveau bas, comme l'eau qui descend, et l'on obtient du travail en proportion de cette chute. Ce qui fascine Carnot, c'est que cette proportion pourrait être indépendante de la machine elle-même. Comme la puissance maximale d'un moulin dépend de la hauteur de chute et du débit, pas de la couleur de la roue. Bien sûr, la roue réelle a des pertes, des frottements, des turbulences, mais il existe une limite idéale, celle d'une roue parfaite. De même, il pourrait exister une machine thermique idéale, réversible, sans perte,
qui donnerait le maximum possible pour deux températures données. Et si cette machine idéale existe en pensée, alors elle fixe une borne pour toutes les machines réelles. Cette manière de penser est typiquement polytechnicienne. Construire un modèle idéal pour comprendre le réel. Mais elle est aussi typiquement ingénieure, chercher le maximum, la limite, la performance ultime. Et elle est, à sa façon, politique, parce que si l'on connaît la limite, on sait où investir, où arrêter de rêver, où concentrer l'effort. Une nation qui comprend les limites de la vapeur comprend les limites de sa puissance industrielle. Carnot n'est pas un homme de tribune, mais il vit dans une époque où les rapports entre science, industrie et État sont intimes. Les corps techniques sont des organes de la puissance publique. Les grandes écoles forment des élites qui circulent entre administration, armée, industrie. Les savants siègent dans des académies qui conseillent, évaluent, légitiment. Et pourtant, il existe une fracture. Les ingénieurs parlent souvent un langage pratique, fait de dispositifs et de coûts, tandis que les savants académiques cherchent des principes, parfois loin des ateliers. La chaleur, elle, se trouve précisément à la frontière, trop concrète pour être purement spéculative, trop mal comprise pour être purement technique. Dans ce paysage, Carnot est un homme entre deux mondes, mais sans être un médiateur mondain. Il n'a pas le goût des salons où l'on se fait un nom. Il n'a pas l'instinct des alliances académiques. Il a une solitude studieuse, presque austère. Et cette solitude, paradoxalement, lui donne une liberté. Il peut penser sans devoir flatter une école, sans devoir défendre une chapelle. Il peut prendre au sérieux une analogie hydraulique et la pousser jusqu'au bout, même si elle semble trop simple, trop mécanique, trop ingénieure. Il y a aussi une autre tension, plus intime, le nom Carnot, un nom associé à la victoire militaire, à l'organisation, à la République. Sadi, lui, n'a pas de champ de bataille. Son champ, c'est la machine. Son ennemi, ce n'est pas une armée étrangère, c'est l'inefficacité, la dissipation, l'ignorance des lois. Et sa victoire, si elle vient, ne sera pas une victoire visible. Ce sera une limite écrite sur du papier. Dans les années 1820, la vapeur s'étend, mais elle reste coûteuse et imparfaite. Les machines consomment beaucoup. Les pressions sont limitées par la qualité des matériaux et par la peur des explosions. Les chaudières sont des objets dangereux. Les accidents marquent les esprits. Une chaudière qui cède, c'est un tonnerre dans un atelier, des éclats de métal, de la vapeur brûlante, des corps. La technique n'est pas un jeu, elle est une discipline de survie, et pourtant, malgré ses dangers, on continue, parce que la vapeur offre une promesse que ni le vent ni l'eau ne peuvent garantir. La régularité. Une rivière peut geler, baisser, déborder, le vent peut tomber. Le cheval fatigue. La vapeur, elle, travaille tant qu'on la nourrit. Elle transforme le combustible en temps productif, elle transforme la chaleur en cadence. Et la cadence, dans l'industrie, c'est la richesse. C'est dans ce contexte que l'idée d'une limite naturelle devient presque insupportable. On veut croire que tout est améliorable, que le progrès est une ligne ascendante, que la machine de demain écrasera celle d'aujourd'hui. Mais si la nature impose un plafond, alors le progrès change de visage, il devient une asymptote. On peut s'approcher, jamais atteindre, on peut perfectionner, jamais dépasser. Carnot, en observant les machines, en lisant les mémoires techniques, en réfléchissant avec les outils de la mécanique, commence à isoler ce qui lui paraît essentiel. Une machine thermique ne produit du travail que parce qu'il existe une différence de température. Entre une source chaude et une source froide, sans source froide, pas de cycle complet. Sans refroidissement, pas de retour à l'état initial. Sans retour, pas de répétition. Et sans répétition, pas de puissance continue. Cette idée, aujourd'hui, semble évidente, mais à l'époque, elle est une clarification. Beaucoup pensent encore en termes de quantité de chaleur injectée, de combustible brûlé,
de pression obtenue. Carnot déplace le regard. Ce n'est pas seulement la chaleur en elle-même qui compte, c'est la chute de chaleur, le passage, la descente. Le fait qu'il y ait un haut et un bas thermique, et ce déplacement a une conséquence immédiate. Si l'on veut augmenter la puissance motrice, on peut soit augmenter la quantité de chaleur qui traverse, soit augmenter la différence de température entre les réservoirs, soit réduire les pertes qui empêchent de tirer le maximum de cette chute. Mais surtout, on comprend que la machine la plus ingénieuse du monde ne pourra pas produire du travail si elle n'a pas accès à deux températures distinctes. Le feu seul ne suffit pas. Il faut aussi le froid. Le froid, dans une salle des machines, n'est pas une abstraction. C'est l'eau du condenseur, c'est la rivière voisine, c'est le bassin, c'est l'air extérieur en hiver, c'est la nuit qui refroidit les parois. C'est une ressource presque autant que le charbon, et c'est une contrainte géographique. Une machine qui condense bien a besoin d'eau, d'un débit, d'une température basse. La puissance industrielle dépend alors non seulement des mines, mais aussi des rivières, des climats, des saisons. La thermodynamique, avant d'être une science, est déjà une géographie. Carnot, ingénieur des ponts, ne peut pas ne pas sentir cette dimension. Les infrastructures, les canaux, les ports, les rivières, tout cela conditionne la possibilité même d'installer des machines efficaces, et l'on comprend alors pourquoi la question du rendement n'est pas seulement une question de mécanicien, mais une question d'État. Un pays qui gaspille son charbon gaspille sa puissance. Un pays qui comprend comment tirer le maximum d'une chute thermique comprend comment organiser son industrie. Mais pour comprendre, il faut un langage. Et le langage de la chaleur, à cette époque, est encore hésitant. On a des mesures de température, des thermomètres, des échelles. On a des notions de chaleur spécifiques, de chaleur latente, héritées des travaux de la fin du XVIIIe siècle. On a des expériences, des tables, mais on n'a pas encore une formulation générale qui relie proprement chaleur et travail. On n'a pas encore l'idée claire de conservation de l'énergie telle qu'elle s'imposera plus tard. On est dans un entre-deux. La mécanique est solide, la chaleur est ce fluide, au sens intellectuel du terme. Et c'est précisément dans cet entre-deux que Carnot travaille. Il prend la théorie du calorique au sérieux, non pas comme une vérité éternelle, mais comme un cadre opératoire. Si la chaleur est un fluide conservé, alors une machine thermique idéale doit fonctionner sans perte de calorique, comme un système hydraulique idéal fonctionne sans perte d'eau. Le calorique doit entrer, circuler, sortir, et le travail doit être obtenu non pas en détruisant le calorique, mais en exploitant sa chute de température. Cette manière de raisonner a une élégance presque classique. Elle permet de poser un principe. Le rendement maximal dépend uniquement des températures des réservoirs, pas de la substance de travail, pas du détail des pistons, pas du type de machine. C'est une idée radicale, parce qu'elle retire aux inventeurs une part de leur magie. Elle dit « Vous pouvez être ingénieux, mais vous ne dépasserez pas la limite fixée par le chaud et le froid. » Dans les milieux industriels, on aurait pu accueillir cela comme une mauvaise nouvelle. Dans les milieux savants, on aurait pu le trouver trop lié à une théorie contestable, celle du calorique. Et dans les milieux administratifs, on aurait pu le juger trop abstrait pour être utile. Carnot se trouve donc dans une position étrange. Il pense quelque chose qui touche au cœur de la révolution industrielle, mais il le pense avec une abstraction qui risque de le rendre invisible. Il continue pourtant, parce que l'abstraction, pour lui, n'est pas un luxe, c'est une méthode pour atteindre l'universel. Il veut une loi qui ne dépende pas de la qualité du charbon, de la forme de la chaudière, de l'habileté d'un ouvrier. Il veut une loi qui s'applique à toutes les machines possibles, même celles qu'on n'a pas encore inventées. Et pour cela, il faut imaginer une machine idéale, une machine qui ne gaspille rien, une machine réversible, qui pourrait, en principe, fonctionner dans un sens comme dans l'autre. L'idée de réversibilité, à ce stade, n'est pas encore un mot de manuel, c'est une intuition mécanique.
Un processus parfait est celui qu'on peut inverser sans laisser de traces, sans dissipation. En mécanique, un mouvement sans frottement est réversible. Une bille qui roule sans résistance pourrait remonter exactement la pente si on lui rendait l'énergie. Dans une machine réelle, il y a toujours du frottement, donc de la perte, donc de l'irréversibilité. Carnot transpose cette intuition à la chaleur. Une machine thermique idéale serait celle où les échanges de chaleur se font sans différence finie de température, sans choc thermique, sans dissipation. Une machine qui, en pensée, pourrait être inversée. Au lieu de produire du travail en faisant passer la chaleur du chaud vers le froid, elle consommerait du travail pour faire remonter la chaleur du froid vers le chaud. Cette idée est vertigineuse parce qu'elle relie des phénomènes que l'on sépare spontanément. Moteur et réfrigérateur, production de travail et production de froid. Elle suggère que ces dispositifs ne sont pas des mondes différents, mais des faces opposées d'un même principe. Et elle suggère aussi que la limite du rendement n'est pas un détail technique, mais une conséquence de la structure même des échanges thermiques. Dans les ateliers, on ne parle pas comme ça. On parle de soupape, de bielle, de pression, de condensation. Mais Carnot, lui, entend derrière ces mots une musique plus profonde, celle d'un cycle, un cycle où la substance de travail, vapeur, air, gaz, passe par des états, se chauffe, se dilate, se refroidit, se comprime, revient. Et dans ce retour, dans cette boucle, se cache la clé. Le travail net produit sur un cycle dépend de la manière dont la chaleur est prise à la source chaude et rejetée à la source froide. Le cycle, c'est aussi une image de l'époque. La France elle-même semble passer par des cycles politiques. Révolution, empire, restauration, chauffe et refroidissement, élan et réaction. Et au milieu, des hommes qui tentent de tirer quelque chose de ces chutes, de ces écarts. Carnot, fils d'un homme qui a vécu ces chocs, pense un autre type de cycle, plus froid, plus mathématique, mais qui parle, au fond, de la même chose. Comment un système tire du travail d'une différence. Dans les années 1820, il n'a pas encore publié son livre, mais il accumule les éléments. Il lit les travaux disponibles sur les machines à vapeur, sur la chaleur, sur les gaz. Il s'intéresse aux performances, aux comparaisons, il cherche des principes. Et il se heurte à une difficulté. Les données sont dispersées, les méthodes de mesure varient, les unités ne sont pas toujours harmonisées, et les récits sont parfois plus publicitaires que scientifiques. L'ingénieur doit trier, il doit douter, il doit reconstruire. Cette reconstruction, Carnot l'a fait avec une patience presque monastique. Il n'a pas une armée d'assistants, il n'a pas un laboratoire riche. Il a des livres, des notes, des souvenirs de machines vues, des conversations techniques, des rapports. Et surtout, il a une manière de penser. Partir d'un idéal pour comprendre le réel. Partir d'une machine parfaite pour mesurer l'imperfection des machines existantes. Ce qui le distingue, c'est qu'il ne se contente pas de dire « il y a des pertes ». Tout le monde le sait. Il veut classer ces pertes. Les pertes par frottement mécanique, évidentes. Les pertes par conduction thermique, quand la chaleur s'échappe à travers les parois. Les pertes par échange, trop brutaux, quand on met en contact des corps à températures différentes et que la chaleur se transfère. Avec une dissipation irréversible, les pertes par détente non contrôlée, par fuite, par soupape. Et derrière toutes ces pertes, il soupçonne une perte plus fondamentale, celle qui vient du fait qu'on ne peut pas faire passer la chaleur du chaud au froid sans en rejeter une partie, sans laisser un résidu. Ce résidu, c'est le froid qui gagne, c'est l'environnement qui se réchauffe, c'est la chaleur qui finit dans la rivière, dans l'air, dans le monde. La machine, même parfaite, ne peut pas tout transformer en travail, parce qu'elle doit boucler son cycle, elle doit revenir à son état initial. Et pour revenir, il faut rejeter de la chaleur. Il faut un aval, il faut une chute complète,
Ainsi, la machine thermique ressemble de plus en plus à un dispositif de circulation. Elle ne brûle pas la chaleur, elle la fait passer. Et le travail est ce qu'on prélève sur cette circulation, comme un péage sur une route. Mais un péage ne peut pas prendre tout, sinon la circulation s'arrête. La machine ne peut pas prendre toute la chaleur, sinon le cycle ne se ferme plus. Il faut laisser passer quelque chose, toujours. Dans une époque qui croit au progrès, cette idée était presque une provocation, mais Carnot n'est pas un provocateur. Il est un homme qui écoute la logique jusqu'au bout, et la logique, nourrie par l'analogie hydraulique, nourrie par la théorie du calorique, nourrie par l'observation des machines, le conduit vers une conclusion qui commence à se dessiner. La puissance motrice du feu dépend de la chute entre deux températures. Plus la chute est grande, plus le potentiel de travail est grand. Mais pour une chute donnée, il existe un maximum, un plafond, une limite idéale. Ce plafond, il ne le formule pas encore en équation, pas dans ses années de maturation. Il le porte comme une certitude en formation, et cette certitude a quelque chose de tragique, parce qu'elle arrive dans un monde qui veut des améliorations rapides, des gains immédiats, et des machines plus puissantes. L'industrie veut des solutions, Carnot prépare une loi. L'industrie veut des pourcentages de consommation en moins, Carnot prépare une borne universelle, et pendant qu'il pense, le temps passe. Les affectations, les obligations, les rapports administratifs continuent. La vie d'ingénieur n'est pas une retraite. Il faut répondre, se déplacer, inspecter, rédiger. Il faut composer avec des supérieurs, avec des budgets, avec des réalités locales. La pensée se fait dans les interstices, le soir, tôt le matin, dans les trajets, dans les moments volés. C'est une pensée qui se construit contre la dispersion. Ce qui rend cette période si décisive, c'est qu'elle met Carnot au contact direct de la matérialité des pertes. Un savant de cabinet peut rêver d'un monde idéal, un ingénieur voit la suie, la rouille, les fuites, les joints qui lâchent, les parois qui chauffent inutilement, les condensations mal faites, les chaudières qui s'entartrent, les soupapes qu'on bride parfois pour gagner un peu de pression, au risque de tout faire sauter. Il voit la tentation permanente de forcer la machine, et il voit aussi que forcer la machine ne change pas la nature du problème. On peut augmenter la puissance, mais on augmente aussi la consommation, les risques, les pertes. Alors, l'idée d'une limite naturelle devient non seulement plausible, mais nécessaire, parce qu'elle permet de distinguer ce qui relève de l'amélioration technique, réduire les frottements, isoler mieux, perfectionner les dispositifs, et ce qui relève d'une contrainte fondamentale, la nécessité d'un réservoir froid, la dépendance à la différence de température, l'impossibilité de convertir intégralement la chaleur en travail sur un cycle. Dans cette France qui se reconstruit, qui se modernise à pas prudents, un ingénieur discret prépare, sans bruit, une révolution conceptuelle. Il ne la prépare pas dans une académie, mais dans la proximité des machines. Il ne la prépare pas pour briller, mais pour comprendre. Et plus il comprend, plus une image s'impose, simple et obsédante. Deux réservoirs, l'un chaud, l'autre froid. Et entre les deux, une machine qui ne peut vivre que de la chute. Le feu domestiqué, oui, mais jamais totalement converti. Jamais jusqu'au bout. Pas parce que les hommes sont maladroits, mais parce que la nature, elle aussi, a ses règles de circulation et ses plafonds. 1824, Paris a cette lumière pâle qui semble toujours filtrée par quelque chose. La poussière des chantiers, la fumée des foyers, l'humidité des quais, on marche vite, on se faufile entre les charrettes, on évite les flaques, on longe des façades où l'on devine, derrière les vitres, des bureaux et des cabinets de travail. La ville n'est pas encore la capitale haussmannienne des perspectives nettes. Elle est un tissu serré, irrégulier, où l'on passe, sans cesse du bruit, à l'étouffement, du grand air des boulevards naissants, à l'odeur de renfermés des couloirs. Et dans ce Paris-là, un ingénieur des ponts et chaussées,
Nicolas Léonard Sadi Carnot, fait paraître un petit livre, petit au sens matériel, un volume mince, sans éclat, sans promesse tapageuse, pas un traité monumental, pas une somme académique, un texte qui ressemble à ce que son auteur est, sobre, concentré, presque réticente à se mettre en avant. Le titre, lui, est d'une ambition tranquille, réflexion sur la puissance motrice du feu et sur les machines propres à développer cette puissance. Rien que ça. La puissance motrice du feu, comme si l'on pouvait prendre le feu, ce vieux compagnon domestiqué, ce danger familier, et lui demander des comptes, lui imposer une comptabilité, lui arracher une loi. Le livre sort chez Bachelier, libraire pour les mathématiques et les sciences, une adresse connue des polytechniciens, des ingénieurs, des gens qui achètent des ouvrages pour travailler, pas pour décorer une bibliothèque. On imagine l'objet, papier un peu rêche, typographie serrée, pages qui sentent l'encre fraîche et la colle. On imagine aussi la scène banale de la diffusion, quelques exemplaires déposés, quelques annonces, des ventes modestes, pas de scandale, pas de triomphe, presque rien. Et pourtant, dans ces pages, Carnot fait quelque chose d'étrange. Il parle des machines à vapeur comme si elles n'étaient pas seulement des assemblages de métal, mais des dispositifs soumis à une limite universelle. Il ne se contente pas de dire comment améliorer une soupape ou un condenseur. Il cherche ce qui, même dans la machine parfaite, resterait vrai. Il cherche la frontière entre l'optimisation et l'impossible. Le ton du livre n'est pas celui d'un prophète. C'est celui d'un homme qui avance avec prudence, qui pose des principes, qui s'appuie sur des analogies, qui refuse les effets. Carnot écrit dans un monde où la théorie du calorique tient encore le haut du pavé. La chaleur comme un fluide subtil, conservé, qui s'écoule du chaud vers le froid. Il adopte ce cadre, non par naïveté, mais parce que c'est le langage commun de son époque, celui qui permet de raisonner sans se perdre. Et à l'intérieur de ce langage, il glisse une idée qui, elle, survivra au cadre. Ce n'est pas la nature intime de la chaleur qui compte d'abord, c'est la différence de température, la chute entre deux températures. Voilà le motif qui revient, comme une obsession d'ingénieur et une image presque physique. Un réservoir chaud, un réservoir froid, et entre les deux une machine, comme un moulin entre l'amont et l'aval, comme une écluse entre deux niveaux, sans différence de niveau, pas de courant utile, sans différence de température, pas de puissance motrice. Carnot commence par une évidence qui, à l'époque, n'est pas encore une évidence pour tous. Une machine thermique ne peut pas produire du travail en ne communiquant qu'avec un seul corps, à température constante. Il faut deux corps, il faut un chaud et un froid. Il faut que le calorique, ce fluide supposé, descende, et ce qui est saisissant, c'est la manière dont il transforme une contrainte pratique, la nécessité d'un condenseur, d'une eau froide, d'un air ambiant, en principe général. Le froid n'est plus un détail d'installation, il devient une condition de possibilité. Dans les ateliers, on sait bien qu'il faut condenser, refroidir, évacuer. On sait bien que l'eau du condenseur se réchauffe, que la rivière en aval n'est plus tout à fait la même. Mais Carnot, lui, donne à ce fait une dignité théorique. Il dit, en substance, vous ne pourrez jamais faire autrement. Même si vous supprimez les frottements, même si vous rendez les soupapes parfaites, même si vous polissez tout, isolez tout, ajustez tout, il restera cette nécessité, rejeter de la chaleur vers un réservoir froid, laisser passer quelque chose. Et là, une idée dangereuse apparaît, parce qu'elle retire à l'inventeur l'illusion de l'infini. Il existe un rendement maximal, fixé, non par la qualité de la machine, mais par les températures entre lesquelles elle opère. La machine idéale, si elle existe en pensée, fixe la borne. Toutes les machines réelles ne peuvent que faire moins bien. Comment établir une borne sans disposer encore de l'outillage mathématique moderne de la thermodynamique? Carnot procède comme un mécanicien de génie. Il imagine une machine parfaite,
une machine réversible. Réversible, au sens où, si l'on inverse toutes les actions, la machine pourrait fonctionner en sens inverse sans laisser de traces dans le monde. Pas de frottement, pas de choc thermique, pas de dissipation. Une machine qui, au lieu de produire du travail en faisant descendre la chaleur du chaud vers le froid, pourrait consommer du travail pour faire remonter la chaleur du froid vers le chaud. L'idée est là, déjà. Le moteur et la machine frigorifique sont des jumeaux inversés. Cette réversibilité n'est pas un caprice philosophique, c'est une arme logique. Car si l'on admet qu'une machine parfaite existe en pensée, alors on peut comparer toutes les machines à elle. Et surtout, on peut raisonner par l'absurde. Si une machine quelconque avait un rendement supérieur à celui de la machine réversible, on pourrait la coupler à une machine réversible fonctionnant à l'envers et obtenir un mouvement perpétuel, un gain net sans compensation, une création de puissance à partir de rien. Or, dans la mécanique de l'époque, l'idée de mouvement perpétuel est déjà une ligne rouge. On en parle, on en rêve, mais les esprits sérieux s'en méfient comme d'une escroquerie intellectuelle. Carnot s'appuie sur cette méfiance. Il ne dit pas seulement « c'est impossible », il montre que l'hypothèse d'un rendement supérieur conduit à une absurdité mécanique. Ainsi, la limite n'est pas une opinion, c'est une conséquence. Et pour rendre cette conséquence plus tangible, Carnot construit un cycle idéal, pas encore dessiné sur un diagramme, cela viendra plus tard, mais décrit comme une suite d'opérations où la substance de travail, un gaz ou une vapeur, passe par des états soigneusement choisis, chauffage au contact d'une source chaude, détente, refroidissement au contact d'une source froide, compression, retour à l'état initial, une boucle, une ronde, une machine qui, à la fin, se retrouve exactement comme au début, prête à recommencer, et dont le seul effet durable sur le monde est double, un certain travail produit et une certaine quantité de chaleur transférée du chaud vers le froid. Ce cycle idéal a une beauté froide, il ressemble à ces constructions de géomètres, où l'on élimine tout ce qui gêne, pour ne garder que l'essentiel. Et l'essentiel, ici, c'est que le travail net dépend de la chute thermique, pas de la fantaisie des mécanismes. Carnot insiste, si l'on veut comparer des machines, il faut les comparer à conditions égales, c'est-à-dire entre les mêmes températures. Sinon, on confond la qualité de la machine avec la richesse de la chute. Un moteur qui travaille entre un foyer très chaud et une autre eau très froide a un avantage structurel sur un moteur qui travaille entre des températures plus proches, même si le second est mieux construit. C'est une leçon de méthode, autant qu'une leçon de physique. Dans le texte, on sent l'ingénieur qui a vu trop de promesses commerciales, trop de chiffres arrangés. Carnot veut une comparaison juste. Il veut une règle qui ne se laisse pas tromper par les artifices. Et il la trouve dans cette idée simple. Le rendement maximal est une fonction des températures des réservoirs. Point. Il y a dans cette démarche une audace silencieuse, parce qu'elle suppose que la nature impose une limite absolue à l'exploitation du feu. Le feu, dans l'imaginaire humain, c'est la puissance brute, la transformation, la domination. La vapeur, c'est le feu mis au travail. Et Carnot dit « Oui, mais vous ne convertirez jamais tout. Il restera toujours un reste, une chaleur rejetée, une part qui s'échappe vers le froid, non pas parce que vous êtes maladroit, mais parce que le cycle l'exige. On pourrait croire que cette idée, si elle est délivrée, devrait frapper immédiatement les esprits. Elle ne le fait pas. Et c'est là que l'histoire devient presque cruelle. Le livre circule peu, il n'est pas porté par une institution puissante. Carnot n'est pas un académicien installé, entouré d'élèves, de correspondants, de relais. Il est un ingénieur, un homme du corps, respecté dans son milieu, mais sans tribune naturelle, dans la République des lettres savantes. Les ponts et chaussées ont leur prestige, leur utilité, leur rôle d'État. Ils n'ont pas toujours la même visibilité théorique que l'Académie des sciences, et puis, il y a le style même du texte. Il est conceptuel,
il demande un effort, il ne donne pas immédiatement une recette de construction, il ne dit pas « faites ceci et vous gagnerez tant de pourcents ». Il dit « voici ce que vous ne dépasserez pas ». C'est moins vendeur, c'est moins mobilisateur pour un industriel pressé. Ajoutez à cela le moment intellectuel, la chaleur est un champ en transition, mais cette transition n'est pas encore accomplie. La théorie du calorique domine encore les esprits, et pourtant, elle commence à être travaillée par des expériences, des doutes, des anomalies. On mesure, on compare, on discute, mais on n'a pas encore la grande synthèse qui reliera chaleur et travail par une conservation générale de l'énergie. Carnot, lui, raisonne dans le cadre du calorique, et cela rend son texte, paradoxalement, à la fois acceptable et fragile. Acceptable, parce qu'il parle la langue du temps. Fragile, parce que cette langue va bientôt changer. Beaucoup de lecteurs potentiels peuvent se dire intéressant, mais spéculatif, ou bien ingénieux, mais trop attaché à une théorie qui n'était peut-être qu'un modèle. Et puis il y a la sociologie des savoirs, brutale, prosaïque. Les ingénieurs lisent ce qui les aide à construire et à économiser. Les savants lisent ce qui s'inscrit dans leurs débats, leurs méthodes, leur réseau. Carnot est entre les deux. Son livre est un pont, mais un pont sans trafic. Il y a des indices de lecture, quelques échos, mais rien qui ressemble à une reconnaissance. Pas de polémique, pas de réfutation célèbre, pas de discussion publique qui l'aurait au moins installé comme interlocuteur. Le silence est plus dur qu'une critique. Une critique vous donne une existence, le silence vous laisse seul avec votre certitude. Et Carnot, justement, reste seul. Il continue à réfléchir. Il note, il corrige, il hésite. On sait qu'il a laissé des manuscrits, des notes postérieures, où l'on voit son esprit travailler, se déplacer, sentir que quelque chose manque, que le cadre du calorique n'est peut-être pas l'ultime vérité. Il s'intéresse à des expériences où la chaleur semble pouvoir être produite par le frottement, par le travail mécanique, un thème qui, depuis Rumford et d'autres, rôde comme un fantôme autour de la théorie du calorique. Si la chaleur peut être engendrée indéfiniment par le frottement, est-elle vraiment un fluide conservé? La question est dans l'air, même si elle n'est pas encore tranchée. Carnot n'a pas le temps, ni peut-être la position, pour mener une campagne expérimentale massive. Il n'est pas Joule, il n'est pas dans un laboratoire à mesurer des équivalents mécaniques de la chaleur. Il est un homme de papier et de machine vue, un homme de raisonnement, mais ses notes montrent qu'il n'est pas figé, il n'est pas prisonnier de son propre livre. Il avance, il doute, il ajuste, il pressent que la chaleur et le travail sont liés plus intimement que ne le dit la théorie du calorique. Et pourtant, même si le calorique devait tomber, l'architecture de son idée, la chute entre deux températures, la réversibilité comme idéal, la borne universelle, peut survivre. C'est cela, le miracle discret de son texte. Il est écrit dans une théorie qui va s'effondrer, mais il contient une structure qui restera. Dans les pages des réflexions, on sent aussi une attention presque morale à la notion de perte. Pas une morale au sens des sermons, mais une morale d'ingénieur. La perte est l'ennemi. La perte est ce qui ruine les calculs, ce qui rend les machines coûteuses, ce qui transforme le charbon en fumée inutile. Carnot classe les pertes, les traque, les imagine supprimées une à une, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que la perte irréductible. Celle qui vient de la nécessité de rejeter de la chaleur au froid. Cette perte-là n'est pas une faute de construction, c'est une condition du cycle, et c'est ici que son idée de réversibilité prend toute sa force. Une machine réversible, dans son esprit, est une machine qui ne gaspille rien d'autre que ce que la nature impose. Elle ne crée pas de dissipation supplémentaire, elle ne fait pas passer la chaleur par des écarts de température brutaux. Elle échange la chaleur doucement, presque à l'infini, comme si l'on pouvait approcher l'équilibre sans jamais le heurter. C'est une machine idéale, donc irréalisable parfaitement, mais elle sert de maître étalon. Elle dit, voilà le maximum.
Tout ce qui est en dessous, c'est votre faute, ou plutôt, la faute de la matière, des frottements, des imperfections. Tout ce qui est au-dessus, c'est un mensonge. Dans un monde industriel, où l'on vend des machines, où l'on promet des miracles, cette idée est une lame, mais une lame rangée dans un tiroir. Carnot, lui, n'est pas un homme qui va sur les places publiques brandir sa lame. Il n'a pas cette énergie sociale, il n'a pas non plus, semble-t-il, l'envie de se battre pour une reconnaissance. Il écrit, il publie, et il retourne à sa vie d'ingénieur, à ses obligations, à ses affectations, à cette existence où l'on est utile sans être célèbre. Il y a quelque chose de presque douloureux dans cette disproportion. Un texte qui fixe une limite absolue à ce que l'humanité peut tirer du feu, et un auteur qui continue à vivre comme si de rien n'était. Dans une relative obscurité, on peut imaginer la scène intérieure, l'homme qui sait qu'il a touché quelque chose d'essentiel, mais qui ne voit pas le monde s'en emparer. Les journées passent, les rapports s'empilent, les machines continuent de siffler, les ateliers continuent de consommer du charbon, les ingénieurs continuent de chercher des améliorations locales, et lui, il a écrit que, même dans le meilleur des mondes mécaniques, il y aura un plafond. Ce plafond, il ne l'exprime pas encore avec la formule simple que l'on apprendra plus tard, parce que cette formule suppose une échelle de température absolue qui n'existe pas encore, et un langage mathématique qui n'est pas encore standardisé pour la chaleur. Carnot travaille avec ce qu'il a, des températures ne mesurées, des raisonnements de principe, des comparaisons. Il sait que le rendement maximal augmente quand la source chaude est plus chaude et quand la source froide est plus froide. Il sait que rapprocher les températures, c'est étouffer la puissance. Il sait que la machine est suspendue entre deux mondes thermiques et que sa richesse vient de leur écart. Et cette image, il la martèle sans la marteler. Elle revient, elle s'impose, deux réservoirs, une machine au milieu, une chute, une circulation, le feu domestiqué, oui, mais encadré par le froid, le travail arraché, oui, mais payé par un rejet, toujours. Dans les années qui suivent, 1824, le livre reste là, comme une bouteille à la mer, déposée sur une étagère de libraire. Il n'est pas totalement invisible, mais il n'est pas vivant. Il n'engendre pas d'école. Il ne déclenche pas de programme de recherche. Il ne devient pas un manuel. Il est trop en avance et trop isolé. Et Carnot, pendant ce temps, continue de penser, de noter, de vivre dans un Paris où la vapeur gagne du terrain, où les discussions techniques se mêlent aux préoccupations politiques, où l'on parle de modernisation, de routes, de canaux, de mines, de manufactures. La ville elle-même est un laboratoire involontaire. Les quais voient dépasser le charbon, les ateliers chauffent, les cheminées fument, les machines se multiplient, et chaque machine, sans le savoir, rejoue le schéma de Carnot. Prendre de la chaleur à une source chaude, en rejeter à une source froide, produire un peu de travail au passage. Chaque machine, sans le savoir, confirme la nécessité de la chute, mais confirmer n'est pas comprendre. Et comprendre, à ce moment-là, reste l'affaire d'un petit livre presque muet. Il y a aussi dans cette période une fragilité matérielle de la pensée. Les notes sont des papiers, les papiers se perdent, les bibliothèques brûlent, les déménagements dispersent, les héritiers trient, les administrations classent ou jettent. Un texte qui n'a pas été absorbé par une institution, par une école, par une tradition, peut disparaître comme une voix dans une rue bruyante. Carnot n'a pas encore la postérité pour protéger ses feuilles, et pourtant, même dans son isolement, il a déjà posé les pierres qui permettront à d'autres de bâtir. Il a donné une méthode, raisonné sur une machine idéale pour fixer une borne. Il a donné une image, la chute entre deux températures. Il a donné un principe. Le maximum ne dépend pas des détails de la machine, mais des températures des réservoirs. Il a donné une notion, la réversibilité comme critère de perfection. Tout cela était là, en 1824,
dans un livre qui ne fait pas de bruit. Le paradoxe est presque insupportable. L'ère de la vapeur réclame des gains rapides, des améliorations immédiates, des solutions concrètes, et l'un des textes les plus décisifs sur la vapeur est un texte qui dit surtout ce qu'on ne pourra pas dépasser. Il ne promet pas une victoire facile, il impose une humilité. Il dit « Le feu a une puissance, mais cette puissance est bornée par le froid. » Et Carnot, en écrivant cela, ne se contente pas de parler des machines. Il parle, sans le dire, de la condition industrielle elle-même. L'industrie moderne est une organisation de chute de l'eau dans les moulins, chute de la chaleur dans les machines, chute de la matière première vers le produit fini. Tout est différence exploitée, gradient domestiqué, et chaque gradient a sa limite. Dans les pages des réflexions, il y a parfois une sécheresse qui peut tromper, on pourrait croire à un texte purement technique, mais derrière la technique, il y a une vision du monde. Un monde où l'on ne tire pas du travail du feu, comme on tire de l'or d'une mine en épuisant un stock, mais comme on tire du travail d'une circulation, en organisant un passage. Le feu n'est pas seulement une source, il est un niveau. Le froid n'est pas seulement un déchet, il est un niveau aussi, et la machine est un intermédiaire, un dispositif de transit, un pont, justement. Carnot est ingénieur des ponts et chaussées. Il pense en termes de liaison, de passage, de niveau, de chute. Il a vu des écluses, des canaux, des pertes de charge, des débits. Il sait qu'on ne fait pas tourner une roue avec une eau immobile. Il sait qu'on ne fait pas avancer une péniche sans différence de niveau ou sans traction. Il transpose cette sagesse à la chaleur et il en tire une loi. Mais une loi sans tribunal pour la proclamer reste une loi privée. Carnot, après 1824, n'a pas l'occasion de la défendre, de la faire entrer dans les débats, de la traduire dans un langage plus mathématique, de la relier à des expériences. Il a des notes, des intuitions, des corrections possibles. Il a, peut-être, la sensation que son livre n'a pas trouvé son lecteur. Et il continue, malgré tout, à vivre dans ce monde où la vapeur siffle, où le charbon brûle, où les machines tremblent, où l'on compte des pelletés et des chevaux vapeur. La chute entre deux températures reste là, comme une image fixe au milieu du mouvement. Deux réservoirs, une machine au milieu, une limite. Le feu domestiqué, oui, mais jamais totalement converti, jamais jusqu'au bout. Et cette phrase, même si elle n'est pas écrite ainsi, plane au-dessus de chaque page. On peut perfectionner les machines, on peut réduire les pertes, on peut s'approcher du maximum. Mais le maximum, lui, est déjà inscrit dans la différence entre le chaud et le froid. Une frontière tracée par la nature, au crayon fin, dans un petit livre de 1824 que presque personne ne lit, 1832. Paris n'a plus cette simple grisaille de poussière et de fumée. Il y a dans l'air une autre épaisseur, une inquiétude qui colle au mur comme une humidité mauvaise. Le printemps a apporté avec lui une rumeur venue de loin, une rumeur d'Orient et de ports, de caravanes et de quais. Le choléra. On prononce le mot à mi-voix, comme s'il pouvait mordre. On le prononce pourtant partout, dans les cafés, dans les couloirs des administrations, dans les ateliers où l'on travaille au chaud, la chemise ouverte, et où l'on se demande soudain si la sueur n'est pas une porte d'entrée, dans les immeubles où l'eau monte au seau, où les latrines sentent l'été avant l'été, où les cours intérieures gardent une odeur de linge humide et de cuisine. La ville est encore une ville d'eau mal maîtrisée. L'eau potable n'est pas une évidence, c'est une corvée, un commerce, une loterie. Les égouts existent, mais pas comme un système total, pas comme une promesse d'hygiène. Les rues les rues étroites retiennent les les miasmes, et l'on croit aux miasmes, on croit à l'air vicié, à la corruption invisible qui s'insinue. On brûle du vinaigre, on ferme les fenêtres. On ouvre les fenêtres, on ne sait pas. On improvise. Les médecins discutent, les autorités hésitent, les journaux s'enflamment,
et la peur, elle, n'attend pas les conclusions. Le choléra frappe vite, il frappe brutalement, il ne ressemble pas aux maladies de longue, qui vous laissent le temps de vous habituer à l'idée de la fin. Il arrive comme une bascule, un homme marche, parle, rit, et quelques heures plus tard, il est plié, vidé, glacé. Les descriptions de l'époque sont presque insoutenables. Crampes, vomissements, diarrhée, peau qui bleuit, extrémités froides, visage tiré comme si la vie se retirait d'un coup. En emportant l'eau du corps, on parle de ce mort bleu, on parle de foudroiement, et dans une ville où l'on vit déjà serré, où l'on se touche sans cesse, où l'on partage les mêmes de pompe, les mêmes de marché, les mêmes escaliers, l'idée d'un mal qui circule sans qu'on le voie devient une obsession. Sadi Carnot a 36 ans, 36, un âge où, pour un ingénieur, tout commence à se stabiliser. L'expérience s'accumule, les réseaux se densifient, les idées en trouvent, parfois leur forme définitive. Il a déjà publié ce petit livre de 1824, ce texte sec et lumineux, et il a continué à penser, à noircir des pages, à se débattre avec cette chaleur qui n'est peut-être pas un fluide, avec ce travail qui semble pouvoir se transformer en chaleur, avec cette frontière entre le possible et l'impossible qu'il a tracée sans que le monde s'en aperçoive. Et puis la ville tombe malade. On imagine mal aujourd'hui ce que signifie une épidémie dans un Paris qui n'a pas encore les réflexes modernes de santé publique. Les hôpitaux sont débordés, les charrettes passent, les enterrements se multiplient, les prêtres, les médecins, les infirmiers, les fossoyeurs deviennent des figures quotidiennes. Les familles se barricadent, puis se résignent. Les plus pauvres n'ont même pas la possibilité de se barricader. Ils vivent mis dans des pièces où l'air manque déjà en temps normal, où l'eau est rare, où l'on dort à plusieurs, où l'on travaille et où l'on mange dans le même volume de chaleur humaine. Carnot, lui, n'est pas un homme de foule, il n'est pas un tribun, il n'est pas un mondain, il est de ces existences qui se tiennent dans les marges utiles, bureau, plan, calcul, lecture, promenade peut-être, conversation choisie. Mais l'épidémie ne respecte pas les tempéraments, elle traverse les classes, même si elle frappe plus fort là où l'hygiène est la plus fragile. Elle traverse les quartiers, elle traverse les précautions. Le 24 août 1832, Sadi Carnot meurt à Paris, emporté par le choléra. La date est sèche, comme une ligne d'état civil. Elle ne dit rien de la vitesse, de la stupeur, de l'impuissance. Elle ne dit rien non plus de ce qui suit, et qui est presque aussi cruel que la mort elle-même, la disparition matérielle d'une pensée, car le choléra, dans l'imaginaire de l'époque, n'est pas seulement une maladie, c'est une souillure. On craint la contagion par les objets, par les vêtements, par les papiers, on désinfecte, on brûle, on jette, on vide les chambres, on fait disparaître ce qui a touché le malade, et dans ce geste de protection, on peut effacer une œuvre. Les papiers de Carnot, ses notes, ses manuscrits, ces pages où l'on devine qu'il allait plus loin que son livre de 1824, ces pages où il commençait à sentir que la chaleur n'est pas un simple calorique conservé, ces pages où il aurait pu, peut-être, reformuler son propre raisonnement dans un cadre nouveau, ces papiers sont en partie perdus. Certains seront détruits par précaution sanitaire, dit-on, comme on détruit des draps. D'autres se disperseront. Quelques fragments survivront. Mais l'ensemble, ce laboratoire intime, ce chantier de pensée, ne deviendra pas ce qu'il aurait pu devenir, une seconde œuvre, une clarification, une défense, une extension. La mort de Carnot n'est pas seulement la fin d'un homme, c'est une interruption. Une phrase coupée, et le silence, encore une fois, s'installe. Le livre de 1824 n'a pas eu le temps de devenir un drapeau, il n'a pas eu le temps d'être discuté, contesté, enseigné. Il reste ce qu'il était déjà. Un mince volume chez Bachelier, un objet de librairie scientifique, un texte que l'on peut manquer,
en tournant la tête. Dans les années 1830, la France a d'autres urgences, politiques, sociales, industrielles. La vapeur continue de s'étendre, les machines se perfectionnent par essai, par bricolage géniaux, par amélioration locale. On cherche des gains, on cherche des brevets, on cherche des solutions. On ne cherche pas forcément une limite universelle, et pourtant, la limite est là, elle attend. Il faut parfois une autre main pour faire parler une idée, une main qui n'a pas écrit le texte, mais qui sait le traduire dans la langue que le moment réclame. C'est ce qui arrive en 1834, 2 ans après la mort de Carnot, quand Émile Clapeyron publie un mémoire qui va changer le destin de ses réflexions presque invisibles. Clapeyron est un ingénieur lui aussi, formé à l'école polytechnique, passé par le corps des mines, un homme de cette génération qui sait que la science et l'industrie ne sont plus séparées, qu'elles se nourrissent. Il a une compétence rare, il sait donner une forme mathématique à une intuition physique, il sait dessiner. Ce qu'il fait, en 1834, c'est une opération de sauvetage et de transformation. Il reprend l'idée de Carnot, mais il la met en équation, en géométrie, en diagramme. Il donne au cycle une représentation visuelle, une boucle sur un plan où l'on place la pression et le volume, une courbe qui se ferme, une aire qui devient du travail. Tout à coup, ce qui était décrit en phrase devient une figure. Et une figure, dans la culture scientifique du XIXe siècle, c'est une arme. On peut la montrer, on peut la comparer, on peut la manipuler, on peut l'enseigner. Le cycle de Carnot, ainsi reformulé, devient presque une machine de papier. On n'a pas besoin de la construire pour la comprendre. On peut la faire tourner au crayon, on peut suivre ses étapes. Expansion, compression, échange de chaleur, on peut calculer. On peut généraliser. Clapeyron ne se contente pas de rendre hommage, il rend l'idée utilisable, et dans ce geste, il y a quelque chose de profondément moderne. La science ne progresse pas seulement par découverte, mais par traduction. Carnot avait trouvé une structure, Clapeyron lui donne un langage. Ce langage arrive au bon moment, car la physique de la chaleur est en train de se fissurer. La théorie du calorique, si confortable parce qu'elle permet de parler de sang fluide, qui s'écoule, est attaquée par des faits têtus, le frottement produit de la chaleur, le travail mécanique semble pouvoir se convertir en chaleur, les expériences s'accumulent, on mesure, on soupçonne une équivalence, et bientôt, dans les années 1840, James Prescott Joule, en Angleterre, va donner à cette équivalence une précision quantitative. Une certaine quantité de travail produit une certaine quantité de chaleur. La chaleur n'est plus un fluide conservé. Elle devient une forme d'énergie. Mais voilà le paradoxe magnifique. Même si Carnot avait raisonné dans le cadre du calorique, son idée centrale, la limite fixée par les températures, la nécessité de 2 réservoirs, la perfection définie par la réversibilité, survit au changement de théorie. Elle survit parce qu'elle ne dépend pas du quoi de la chaleur, mais du comment des transformations. C'est là que l'histoire s'accélère et qu'elle devient presque un roman de réhabilitation posthume. William Thomson, futur Lord Kelvin, est un jeune savant brillant, obsédé par l'idée d'une échelle de température qui ne soit pas un simple thermomètre arbitraire, mais une mesure liée à des lois fondamentales. Il lit Clapeyron. Il remonte à Carnot, il comprend que, si l'on veut donner un sens universel au rendement maximal, il faut une température universelle, une température qui ne dépende pas du mercure, ni de l'alcool, ni des conventions, une température qui soit ancrée dans la possibilité même de convertir la chaleur en travail. Kelvin va contribuer à faire émerger cette échelle absolue, celle qui portera son nom. Et dans cette construction, Carnot devient une pierre angulaire. Le rendement maximal d'une machine réversible dépend seulement des températures des sources mesurées sur une échelle absolue. La limite cesse d'être une intuition qualitative. Elle devient une formule qui mord. Rudolf Clausius, en Allemagne,
arrive avec une autre puissance, celle de la formulation conceptuelle. Il prend le problème par un autre côté, celui de l'irréversibilité, de ce qui se perd, de ce qui ne revient pas. Il voit que la réversibilité de Carnot n'est pas seulement un idéal technique, c'est une frontière logique entre deux mondes. Celui où l'on peut, en principe, revenir en arrière sans laisser de traces, et celui où chaque transformation laisse une cicatrice. Clausius va donner un nom à cette cicatrice, entropie. Le mot apparaîtra plus tard, mais l'idée se construit dans ces années-là. Il existe une grandeur qui mesure la dispersion, l'irréversibilité, et la part de la chaleur qui ne peut plus être convertie en travail, et le cycle de Carnot, réversible, devient l'étalon qui permet de définir cette grandeur. Dans un cycle réversible, la somme des échanges de chaleur divisée par la température a une propriété particulière. Elle se ferme, elle s'annule, elle révèle une fonction d'état. Dans un cycle irréversible, quelque chose s'accumule, quelque chose augmente. Et ce quelque chose, c'est l'entropie. Ainsi, Carnot, mort en 1832 dans une chambre parisienne, menacé par la peur du choléra, devient, sans l'avoir su, l'un des pères d'As, une loi qui dépasse les machines à vapeur, une loi qui touche à la flèche du temps, car ce que Kelvin et Clausius font, en intégrant Carnot dans la thermodynamique naissante, c'est plus qu'une amélioration de la théorie des moteurs. Ils transforment une question d'ingénieur, comment tirer plus de travail du charbon, en une structure universelle. Il y a des transformations possibles et des transformations impossibles. Il y a des limites qui ne sont pas des limites de matériaux, mais des limites de nature. Et tout cela revient à cette image simple, presque enfantine, que Carnot avait posée. 2 réservoirs, un chaud et un froid, et une machine au milieu, la chute entre 2 températures. Dans les ateliers, on continue à améliorer les machines. On invente des expansions plus efficaces, des condenseurs meilleurs, des chaudières plus sûres. On perfectionne les soupapes, on réduit les fuites, on polit les cylindres, on gagne des pourcentages. Mais désormais, au-dessus de chaque pourcentage, il y a une ombre mathématique, le rendement de Carnot, une limite supérieure, indépendante de la marque, du brevet, du génie du mécanicien. Une limite qui dit, même si vous étiez parfait, vous ne dépasseriez pas ceci, tant que vos températures sont celles-là. C'est une idée qui change la manière de penser l'innovation. Elle ne décourage pas, elle oriente. Elle dit, si vous voulez vraiment augmenter le rendement, vous devez agir sur les températures, partus. Augmenter la température de la source chaude, diminuer celle de la source froide. Mais augmenter la température de la source chaude, c'est entrer dans le domaine des matériaux, des pressions, des explosions possibles. Diminuer celle de la source froide, c'est se heurter à l'environnement, au climat, à la température de l'eau disponible, à la saison. La limite de Carnot relie donc la physique la plus abstraite à la réalité la plus concrète. La résistance des métaux, la qualité du charbon, la température d'une rivière en été. Et elle relie aussi la machine à son monde. Une machine n'est pas un objet isolé, elle est un échangeur entre 2 milieux. Elle prend au chaud, elle donne au froid. Elle vit dans un paysage thermique. On comprend alors pourquoi le livre de Carnot, ignoré à sa sortie, devient, une fois traduit et intégré, un texte fondateur, parce qu'il ne donne pas seulement une recette. Il donne une structure. Il ne dit pas seulement comment faire, il dit ce que signifie faire. La postérité, pourtant, n'est pas un tribunal parfaitement juste. Elle simplifie, elle transforme, elle attribue parfois à un nom ce qui a été construit par plusieurs mains. Le bonto-cycle de Carnot devient une figure standard, presque scolaire, et l'on oublie la fragilité de son origine. Un petit livre, un homme discret, une mort précoce, des papiers détruits par peur de la contagion. On oublie aussi que Carnot avait écrit dans la langue du calorique, et que sa grandeur est précisément d'avoir produit une idée qui survit à la chute de cette langue
Il y a quelque chose de poignant à imaginer ce que Carnot aurait pu faire s'il avait vécu. Aurait-il rejoint la nouvelle théorie de l'énergie? Aurait-il reformulé lui-même son cycle en termes de conservation? Aurait-il anticipé l'entropie? On ne le saura pas. La maladie a fermé la porte, et l'histoire des sciences est pleine de ces portes fermées. Mais il reste ce fait brut. La limite porte son nom. Dans les décennies qui suivent, la thermodynamique devient une discipline. Avec ses lois, ses manuels, ses débats, les ingénieurs l'utilisent pour concevoir des machines, pour calculer des rendements, pour comprendre où part la chaleur. Les physiciens l'utilisent pour penser la matière, les gaz, les transformations, et le cycle de Carnot, ce cycle idéal, réversible, devient une sorte de miroir. On y compare tout, on y mesure tout, on y définit même des concepts qui dépassent pour la machine, comme l'entropie, comme la température absolue. Le feu, domestiqué depuis des millénaires, devient enfin comptable. On lui impose une arithmétique, on lui impose une limite, et cette limite, paradoxalement, n'est pas une barrière qui empêche. C'est une frontière qui est claire. Elle dit où se trouve la perte irréductible. Elle dit pourquoi le froid est nécessaire. Elle dit pourquoi aucune machine ne peut être un alchimiste parfait, transformant toute chaleur en travail. Elle dit pourquoi il y aura toujours un rejet, une chaleur qui s'en va, une part qui glisse vers le réservoir froid, comme l'eau vers l'aval. La chute entre deux températures, toujours elle. On peut la voir dans une locomotive qui halète, dans une usine qui fume, dans une centrale moderne qui rejette de la vapeur blanche, dans un réfrigérateur qui chauffe l'arrière de sa grille pour refroidir l'intérieur. On peut la voir dans les moteurs les plus sophistiqués, dans les turbines, dans les cycles combinés. On peut la voir jusque dans les discussions sur l'efficacité énergétique, sur la récupération de chaleur, sur les limites de la conversion. Partout, il y a un chaud, un froid et une machine au milieu. Partout, il y a une limite qui n'était pas un défaut, mais une loi, et derrière cette loi, il y a un homme dont la vie n'a pas eu le temps de devenir une légende. Pas de longue vieillesse académique, pas de chaire prestigieuse, pas de disciple en cortège, un ingénieur formé à l'excellence, héritier d'un nom politique lourd, mais resté en retrait, presque effacé, comme si la discrétion était sa manière d'être au monde. Un homme qui a écrit un livre mince, qui a été peu lu, puis qui est mort dans une ville malade, au moment où l'Europe industrielle avait le plus besoin de comprendre ce qu'elle faisait, en brûlant du charbon. La reconnaissance est venue après, par Clapeyron, qui a dessiné la boucle, par Kelvin, qui a donné une température absolue, par Clausius, qui a donné un sens à l'irréversible, et par tous ceux qui, ensuite, ont appris à penser la chaleur non comme un mystère, mais comme une transformation gouvernée par des limites. Le destin de Carnot ressemble à son propre schéma. Une source chaude, une source froide, et entre les deux, une machine fragile qui tente d'arracher du travail. La vie lui a donné une source chaude, l'héritage, la formation, l'intelligence, l'époque de la vapeur. Elle lui a donné aussi une source froide, l'isolement, le silence, la maladie, et entre les deux, il a produit quelque chose. Pas beaucoup, en quantité de pages, mais immense en portée. On peut presque entendre, dans le bruit des ateliers du XIXe siècle, dans le souffle des chaudières, dans le cliquetis des bielles, une phrase que personne ne prononce, mais que tout le monde finit par apprendre. Il y a un plafond. Il y a une limite. Elle ne dépend pas de votre habileté. Elle dépend du chaud et du froid. Et cette limite, née dans l'ombre, a fini par devenir l'une des bornes les plus célèbres de la science moderne. Une borne qui ne dit pas seulement ce que les machines peuvent faire, mais ce que le monde permet. Une borne qui, en fixant l'impossible, a rendu le possible plus clair. Sadi Carnot n'a pas vu cette victoire. Il n'a pas vu son nom devenir un repère. Il n'a pas vu son cycle devenir un symbole. Il n'a pas vu la thermodynamique naître autour de lui comme une cathédrale, autour d'une pierre, posée trop tôt. Il a seulement laissé,
dans un petit livre presque ignoré, l'idée que le feu, pour travailler, doit tomber, et qu'il ne tombera jamais jusqu'au bout